Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour, le retour des meilleurs pronostiqueurs de France, UFC 230. Daniel Cormier, Derek Lewis, avec Rusty Business, Polydomso, toujours dans les sales coups, toujours par derrière. Alors, on va commencer, on va faire uniquement la même carte. Donc l'UFC 230 est un peu l'événement maudit de l'année, puisque ça devait être la carte, une des cartes de l'année, mais Paulo Borrachinha, Yoel Romero out, Nate Diaz, Dustin Poirier out, Chris Weidman, Rockhold 2 out. Et finalement, on se retrouve avec une carte qui est random mais intéressante. Ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir en main event Sijara Banks, Oui. Valentina On n'est pas Shevchenko. passé loin de la correctionnelle. Ah ça, un fifrelin, tu vois. Vraiment. Donc on va commencer par le combat qui ouvrira cette main card, Derek Brunson, Israel Adesanya, donc le classique du vétéran contre le prospect que l'UFC a envie de vraiment hyper pour cette division. Est-ce que Rust est enfin conquis par Israel Adesanya, parce que c'est vraiment la question qui nous taraude tous. C'est ça qui nous intéresse tous en fait, c'est moi, finalement. Non, oui, depuis son dernier combat contre Brad Tavares, oui, double oui, depuis que je l'ai entendu parler de son propre style et que je commence à comprendre comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il fonctionne. Et même si son combat juste avant Brad Tavares, donc, qui était contre Marvin Vettori, nous avait clairement pas impressionné et on se disait que c'était peut-être une hype qui était effectivement un peu galvaudée. Non, là je suis vraiment confiant, d'autant plus contre Brunson, parce que, bon, on va pas se mentir, c'est l'UFC qui veut vraiment mettre un coup de pouce comme dans Mario à Israel Adesanya, en lui mettant un mec qui est très agressif, qui est bon techniquement, mais qui n'est pas au niveau, c'est sûr, de Israel Adesanya. Donc, Pardon, dans le top 10, c'est le plus prenable pour Adesanya. Ouais, voilà, ouais. Stylistiquement, c'est celui avec lequel il devrait normalement avoir le moins de problèmes. Donc ça devrait être déjà un super combat, donc c'est cool pour la highlight, c'est cool parce que voilà, ça va encore booster le nom. Et c'est un nom quelque part aussi. Ouais, Brunson est un nom, il a battu Machida, il a quand même battu. Il a battu qui d'autre Ah si, il aurait dû gagner contre Anderson Silva. Oui, il aurait dû. Voilà. UFC 208. Donc il est connu, il est dans le game. C'est le problème en fait de Brunson, c'est un peu, on peut lui faire le même reproche qu'à Ovin Saint-Preux, quoi. Bon, il est plus technique qu'Ovin Saint-Preux, il a plus d'armes quand même, mais il a des défauts qui sont tellement flags en fait que c'est un bon passage obligé, quoi. C'est un bon maître étalon pour savoir ce que vaut quelqu'un. C'est un peu plus qu'un gatekeeper parce qu'il est quand même dans le top 10, il est compétitif et tout, mais bon, c'est quelqu'un qui à mon avis ne décrochera jamais la ceinture ni même le title shot. Non, j'espère. Enfin, je m'espère pas pour lui évidemment, c'est plus pour ma crédibilité, tu vois. Mais en revanche contre Adesanya, oui, clairement, je pense que c'est vraiment une construction progressive de la part de l'UFC qui sentent qu'ils ont un mec qui peuvent hyper à mort en fait, parce il a un style qui est agréable quand même, Adesanya, et c'est là, et en plus de ça, au-delà du fait que c'est un match-up qui est favorable pour lui, c'est un match-up qui est favorable aussi pour les spectateurs, parce que c'est pas c'est un brawler et un striker, quoi. Donc ça va se jouer debout principalement et ça va être intéressant. Quel prono? Moi du coup je mets Adesanya. Moi je mets Adesanya KO deuxième round. Ouais, deuxième round. Et aussi je tiens à dire que c'est quand même cool parce que Mark Hunt, qui est le plus gros draw pour ce qui est de l'Océanie, c'est peut-être aussi le mec qui va prendre la relève en termes de quand l'UFC va aller faire des events à Auckland, à Wellington ou à Sydney. Ça pourra dans quelques années être le mec qui booste toutes les cartes océaniques, et ça peut être cool. Tuivasa arrive quand même. Ouais, c'est oui, ça. avec Tuivasa, il y a une bonne. Santos, c'est un combat. Oui, d'ailleurs, ils peuvent pas se piffrer maintenant, je sais pas si t'as vu. Ah ouais, je sais. Bon, enfin bon, c'est un autre sujet. C'est un autre. Nous y reviendrons bien sûr. Et puis aussi, oui, je voulais hashtagger l'aspect mental, parce que c'est vrai que récemment, notre cher Joel Embiid disait à propos d'André Drummond qu'il possédait un parc immobilier dans sa tête, et je pense que c'est la même chose pour Israël Adesanya. En gros, qu'il est clairement dans sa tête balls deep, et je pense que c'est la même chose pour Israël Adesanya envers Derek Brunson, parce que c'est vrai qu'on a vu ils se sont cherchés, le seul argument de Derek Brunson c'est t'es moche et je vais te défoncer. Et puis t'es skinny. Exactement. Donc ce qui est quand même un peu juste quand on a un vétéran de l'UFC, enfin c'est un jeune qui arrive. Donc moi je pense aussi KO deuxième round. Et je pense victoire, il va survoler, puis on aura plein de highlights. Je sais pas,
je sais pas dans quel univers est-ce qu'il considère que c'est un bon argument. Je sais pas s'il a vu En les plus, combats. mais oui, voilà, c'est ça Non, que mais j'allais moi, dire. tu sais, j'allais dire, genre un mec comme Badr Ali quand il est jeune, c'est ok, Ouais. il est skinny as hell, mais il te tue en C'est deux ce que- coups. c'est donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plus souvent des mecs skinny et grands pour leur caté qui sont très forts que bah, l'inverse. Hein. ouais. Généralement, quand un mec est petit et stockos, on est plutôt surpris quand il. Enfin, tu vois, genre, par exemple, tu vois, genre, des petits boxeurs style Mike Tyson, le premier argument qui vient, c'est genre, ouais, en plus, il est petit pour un poids lourd, tu vois. Ouais, C'est mais pas vraiment. genre, bah, tu vois, c'est Michel quand il gagne le K1, en plus, il est grand, tu vois, genre, c'est pas ça qu'on dit ça, tu vois. Ouais. Messieurs, on passe au choc de la soirée. Karl Roberson, Jack Marshman, Ils ont des noms stylés. et Déjà. ils viennent d'avoir leur page Wikipédia, ce qui est formidable. Alors messieurs, Ça se fête. Champagne. Non, pour Non. vous dire, j'ai été voir les parce que quand même on travaille, hein, j'ai été voir les pages non pas Wikipédia du coup des deux Sherdog. des pages Sherdog des deux combattants. J'ai déjà tout oublié. Donc je sais pas qui ils ont Non, combattu. mais c'est- Je sais que j'avais pas été impressionné. Ce sont des si je sais que Karl Roberson, Karl il est pas Robertson, mal, il a il est pas combattu mal. des B C classes et il a perdu contre tous, je crois. Donc c'est un gars qui est dans le dernier tiers panier de l'UFC. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en carte Mais, principale. mais je crois qu'il a gagné les Dana White Challenge, c'est ça, Karl Ah, Roberson, ouais, c'est ok. pour ça qu'il est, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Exactement. Moi, l'autre, en revanche, là, par déontologie, je vais être obligé de dire que je peux pas me prononcer sur Markman, c'est Marshman Marshman, Je sais même pas prononcer Jack son Marshmallow. nom de famille. Donc, bon, avec Nom tout de- le respect, je connais pas en fait cet individu. Le mec est quand même à 22-0. Non, Hein je plaisante, non, 22-7. 22-0, 15 ans. Mais Robertson, c'est quand même quelqu'un qui est solide, qui a un bon striking. Il a fait une petite excursion dans le kickboxing auparavant, donc il n'a pas été couronné de succès, Non. mais 0-3. injustement. Parce que quand même, pour vous donner un petite anecdote Ah là, on croustillante, va avoir des problèmes. son premier combat qu'il a fait en kickboxing, professionnel, hein, j'entends, il l'a fait en short notice, je crois, de 2 semaines, contre Jérôme Le Banner. En France, à 100. En France, pour son dernier C'est ça, combat, donc exactement. c'était quand même un peu le traquenard, tu vois, Ouais, pour ouais. lui. Il faisait genre 10 kilos de moins que Jérôme Le Banner, donc bon, kudo à lui. Et pour ce fait, et rien que pour ce fait, alors c'est pas du tout de l'analyse, mais je vais mettre Karl Robertson. Juste pour le panache. Juste pour le panache, Ouais. exactement. Moi aussi, je vois Karl Roberson. Eh ben moi je vois Jack Marshman. Tu sais que l'enfoiré, si en plus il a bon sur le prono, les gens vont dire ah, c'est vraiment un pro. Ah, tu vois. c'est le Alors qu'il connaisseur. connaît même pas Marshman. Je suis le connaisseur de la bande. C'est vraiment bon. Enfin bref, donc voilà, et je pense décision. Ouais, pareil. Allez, décision. On passe à la saga un peu plus sérieux, avec un combat intéressant pour la catégorie middleweight, enfin intéressant, entre deux gars solides. David Branch qui arrivait tardivement à l'UFC après une série de victoires, 10 ans je crois d'invincibilité, notamment champion des World Series of Fighting, Dans deux catégories. dans différentes. deux catégories. Ouais, c'est Premier combat à l'UFC, il tombait contre Luke Rockhold, bon il a perdu au premier round par soumission. Deuxième round par soumission, autant pour moi. Enfin, soumission à cause des points, mais il a tapé Ouais, exactement. ouais. Et en face, Jared Cannonier qui est mi-combattant, on ne sait pas trop quoi, qui a un job à côté, qui combat certains noms, mais qui est surtout là en fait pour permettre au mec de se relever, et donc Glover Teixeira et ce genre de mec-là, qui a notamment battu le Frenchie, qui est dans Oui, le oui, sud de la France, Cyril Asker. Cyril Asker, c'est voilà, et donc qui se retrouve là en short notice, puisque notre cher David Branch devait affronter Jacare Souza, donc deux mecs qui sont quand même dans une perspective complètement différente au niveau de leur carrière. Ouais. Et Jared Cannonier, ce qui est assez intéressant, c'est que ce gars-là, on était assez d'accord pour dire que, voilà, c'est pas ça, n'a rien à voir avec le fait qu'il a un job à côté, mais bon, clairement, il apporte rien de spécial. C'est pas un très bon lutteur, c'est pas un très bon striker. Il est dur. Voilà, en Il fait, est c'est dur, ça. c'est- Sa caractéristique principale, c'est que il est dur au mal. Gros lâche. Et donc il vient de heavyweight à la base. Il a fait des combats en heavyweight, d'où Cyril Asker. Il a fait des combats en light heavyweight, où il a quand même battu Ayon Kutelaba, qui est pourtant un tout nouveau C'est un prospect, on peut dire. Donc il a battu. Après, il s'est fait battre contre Teixeira, contre, tu le disais, Corey Anderson Et, Jan Blachowicz Reyes et aussi. Dominique Reyes. Qui sont quand même à chaque fois des mecs Oui, solides. c'est hein. ça qui est des pas mecs juste. solides, Voilà, ouais, c'est que c'est ouais. toujours des mecs solides. Là, pour la première fois, il redescend encore d'une catégorie, ce que j'ai du mal à comprendre parce que j'ai regardé tout à l'heure son combat contre Kutelaba. C'est déjà un gros light heavyweight. Donc Je sais pas comment il va faire en plus. Je c'est en sais short pas non notice, plus. En plus en short notice. Ouais. Donc en tout cas, il y a des inconnus, mais il n'y a pas d'inconnus par rapport au fait que techniquement, il va pas avoir progressé non plus Après, il y a toujours tu sais, le X factor quand quelqu'un descend d'une catégorie, ou en tout cas quand c'est pas son poids, que finalement il est vraiment physiquement supérieur à l'autre. Tu vois, c'est ce qu'on avait vu avec le fameux Shlemenko Tito Ortiz. Ouais. Et qu'on a vu récemment aussi avec Moussassi McDonald. Bon, cela dit, Moussassi est très bon, tu vois, mais oui, on a toujours ce mystère-là.
Après, je sais pas s'il a pu faire le combat en short notice, c'est peut-être que finalement il n'est pas si gros pour la KT light heavyweight que ça. Tu vois. Il y a des gens, ils sont trompeurs, on a l'impression qu'ils sont énormes, mais en fait ils sont pas gros. Par exemple, Yushin Okami, tu vois. Ouais, c'est En vrai. middleweight, il avait l'air monstrueux et finalement il est en welterweight, et il est bien en welterweight maintenant, tu vois. Donc je sais pas si ça suffira contre David Branch. De son côté, David Branch, il est très efficace dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui, c'est peut-être pas très agréable à le voir combattre. Il a pas, c'est pas magnifique, c'est pas très fluide, c'est pas esthétiquement parlant agréable à l'œil. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit ses combats en amont et qui a toujours des bons game plans. Notamment le premier round qu'il a fait contre Rockhold, où il était très efficace contre Rockhold debout notamment. Une grosse alerte. Et donc je pense que David Branch va surpasser on va dire le différentiel taille-poids et va normalement réussir Et plutôt au sol ou plutôt debout? Parce que c'est vrai que David Branch a surpris tout le monde contre Thiago Santos avec un Superbe overhead right. un sacré KO quand même, et qui était pas inespéré, mais Alors je les pense gens que s'en rappellent c'est pas. difficile de mettre Jared Cannonier KO quand même. Je trouve qu'il est dur, et d'autant plus si on a une catégorie de moins. Ouais. Donc si ça doit se faire par fini, je dirais par soumission. Oui, D'autant qu'il a été soumis plusieurs fois en revanche. Et en plus que, à l'inverse, comment dire, David Branch, qui est donc je crois que c'est ceinture noire de chez Renzo Gracie, il me semble, c'est ça. et qui est vraiment très 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 légitime du coup. Donc si ça va au sol, ouais voilà, il y aura pas vraiment de surprise. Debout, c'est vrai que il a mis KO certes Thiago Santos récemment. Après, j'ai revu les combats contre Rockhold et Santos. Et je trouve que, je suis d'accord avec toi, il est efficace dans ce qu'il fait, mais il n'a pas non plus de pouvoir de KO en fait. C'est-à-dire que là, Thiago Santos, il l'a pris Surprise, parfaitement. c'est ça. Mais sinon, je trouve qu'au niveau, il a un différentiel de puissance qui est pas impressionnant du tout. Non, je pense pas qu'il ait vraiment des pouvoirs de KO, mais bon, s'il met le bon coup, c'est bon. Tu vois. Alors, Certes. le prono, messieurs. Ah, je dis décision. Moi, je le vois mal finir Jared Cannonier. Confortable, décision confortable. Moi, je vais mettre soumission quand même. Ouais. Je pense au troisième round, il peut le surprendre sur un enchaînement où il le met au sol et il le finit en quelques minutes. Moi, je veux soumission, deuxième round pour cette vieille branche. Oh. Co-main event. Chris Weidman, Jacare Souza, vraisemblablement le vainqueur aura droit au title shot dans cette catégorie middleweight. Donc deux vieux briscards de la catégorie, deux hommes, un qui reste, Chris Weidman sur une victoire contre Kevin Gastelum. Il s'était ensuite blessé à la main, et une victoire où il avait quand même tremblé puisqu'il s'était fait mettre knockdown pour ensuite revenir et finalement soumettre Kevin Gastelum. Et de l'autre côté, Jacare Souza qui lui a perdu contre ce même Kevin Gastelum par décision, qui est un combat quand même très disputé. Mais il n'a pas eu l'avantage de l'arbitrage de domicile puisque c'était l'UFC 224 au Brésil, et qui donc lui là devait affronter David Branch qui finalement step up pour faire face à Chris Weidman. Un combat qui s'annonce assez disputé, messieurs. Ouais. Absolument. C'est les deux. Alors, Weidman a été champion. Ouais. Souza aurait dû avoir sa chance depuis bien longtemps. Enfin, donc là, on est sur du champ matériel quand même des deux côtés. Hein. Les deux sont excellents. C'est difficile parce que ils sont dans des dynamiques un peu compliquées, qui sont plus sur malheur aux vaincus. Dire le déclin de leur carrière, même si c'est un peu tôt pour Weidman. C'est un peu tôt parce que mais pour les deux en fait, parce que tout à l'heure j'avais regardé leur page respective, et Weidman en fait c'est juste qu'il a affronté les pires mais genre vraiment, c'était les meilleurs middleweight peut-être de ces 10 dernières années qu'il a affronté coup sur coup. Donc quand tu affrontes Romero, Rockhold, Gegard Mousasi, Mousasi c'était le finish était un peu moins c'était un peu plus controversé que les deux autres où il était mort. Et dans tous les cas, voilà, c'est juste qu'il se retrouve au charbon contre les meilleurs des meilleurs et peut-être de tous les temps dans leur KT. Et pareil, Sousa qui a vraiment affronté la crème de la crème, un peu moins, mais qui pourtant du coup reste sur un combat très disputé contre Gastelum, qui a mis un KO de l'espace contre Bronson. Donc les deux, même si en fait j'ai du mal à considérer qu'ils sont vraiment en pente descendante. Et c'est-à-dire ils sont déjà tellement, en fait c'est ça qui est difficile avec des gens comme Sousa et Weidman, c'est qu'ils sont tellement bons que même s'ils sont en déclin, ils seront meilleurs que les plus nord. Après, je veux dire, moi, ce que j'ai remarqué pour Souza, c'est que je trouve que physiquement, il y a quand même quelque chose qui s'est un peu effrité depuis quelques temps. C'est pas faux, d'autant que Souza, il fonctionne beaucoup sur l'explosion. Et c'est les combattants qui vieillissent le plus vite, en fait, ces combattants-là, qui fonctionnent sur les explosions athlétiques, plutôt que ceux qui fonctionnent vraiment sur la technique et sur la maîtrise, on va dire, plus simple, plus terre à terre, ils vont avoir une compréhension technique de ce qu'ils font. Là, c'est plus Souza, surtout debout. Au sol, c'est un magicien, il n'y a aucun doute. Mais debout, c'est comme beaucoup de gens qui font la transition grappling-striking,
c'est quelqu'un qui fonctionne sur de grosses explosions, sur 1 ou 2 coups max en général. Et donc du coup, c'est vrai qu'il ralentit, il a tendance à ralentir, il a tendance à prendre plus de coups aussi, je trouve. Avant, il était Il s'est fait mettre knockdown contre les 2 petits modèles qu'il a affrontés, donc Gastelum Qui frappe dur. et Whittaker. Whittaker. Oui, qui frappe et Whittaker. Ouais. C'est pour ça. Après, c'est vrai, voilà, ouais, c'est vrai qu'en fait, il fait partie de ces. C'est un peu, ça me fait penser, toute proportion gardée, à Roy Nelson, qui était à la base, qui venait du grappling et qui s'est découvert un pouvoir de KO. Et du coup, c'est vrai que ça. Déjà, tu viens d'une discipline qui est très spécialisée et en plus, tu découvres que tu as un pouvoir de KO, donc tu n'as pas forcément tendance à développer techniquement tous les aspects que tu pourrais développer en striking. Et donc, du coup, je suis d'accord, en fait. C'est vrai que maintenant, il se repose uniquement sur quelques armes qui ont fonctionné. Hein. Son énorme Van Wright, clairement, elle a fait des dommages. Mais c'est pour ça que debout, je le vois vraiment mal dominer Weidman, qui pourtant est très bon en volume, technique, même si c'est pas bon. C'est que pour un grappleur, en fait, il n'a pas besoin de beaucoup d'armes pour battre quelqu'un debout. Parce qu'il y a toujours la menace du takedown. Il suffit d'être suffisamment explosif, de bien feinter, on va dire, le takedown, et finalement, tu as juste besoin d'un overright hand ou d'un crochet bien placé. Randleman et même Khabib, sur son dernier combat, a démontré en fait cette chose-là. Et non, mais c'est vrai, tu peux compenser en fait un niveau en striking qui est inférieur et même surprendre un striker qui est supérieur à toi s'il y a cette période de takedown. Le problème face à Weidman, c'est qu'il n'aura pas, je pense, il n'instaurera pas cette crainte psychologique dans l'esprit de Weidman, parce que Weidman, c'est un excellent lutteur et c'est aussi un très bon grappleur. En fait, on a tendance à le sous-estimer un peu à ce niveau-là, mais c'est un très bon grappleur. Donc je pense que finalement, ça va faire comme dans tous les cas où il y a genre 2 lutteurs ou 2 lutteurs grappleurs qui s'affrontent, ça va être un mauvais match de kickboxing. En gros, c'est ça. Et du coup, Weidman est quand même plus polissé dans sa façon de faire, je trouve. Même si, encore une fois, on pourrait dire que c'est pas très joli à voir, mais c'est quelqu'un qui a de meilleurs fondamentaux, qui travaille plus en volume. Il a plus d'armes, il à toutes les distances, il sait ce qu'il fait. Il comprend mieux. Il comprend mieux sa gestion de l'espace, il cut bien le ring, il boxe en volume et il est assez diversifié en anglaise en tout cas. Aussi. Après, évidemment, on n'est pas à l'abri, tu vois, d'une explosion, clairement, un truc comme ça c'est clair. Mais en moyenne, tu vois, si on fait une projection statistique, j'aurais plutôt tendance à la donner à Weidman en fait. Et d'autant plus que Weidman, la dernière fois qu'il a affronté un mec en striking qui était ultra explosif et Luke Rockhold, bon ça s'est mal terminé, Yoel Romero. Mais Romero, c'est un mec 1 sur 6 milliards, donc de toute façon, c'est Broly, c'est le mec super légendaire. Du coup, bon, on peut pas vraiment comparer, c'est pas un étalon, Yoel Romero. Et sinon, je pense que Weidman, il est très bien coaché, il aura un très bon game plan, et lui-même il a un fight IQ qui est suffisamment élevé pour gérer quelqu'un qui est explosif, mais pas non plus au point de Romero. Je pense qu'il aura pas forcément de problème à gérer ça. C'est gérable pour lui. À part c'est ça. À part une explosion de Jacare façon Bronson, je pense qu'il va. Il y a 2 scénarios que je vois, comment il s'appelle, Jacare Souza gagné, pardon. Truc merde. non, attends, surtout pas. Ouais. Jacare Souza, il y a 2 scénarios que je vois vraiment surprendre debout comme ça sur un accrochage sortie ou entrée de clinch, un truc comme ça, soit au sol, tu sais, sur son dos. Peut-être un triangle, un truc comme ça. Mais c'est rare de voir ça sur un des lutteurs du calibre de Weidman. Mais on sait jamais, tu vois, la fatigue des dents et tout. Alors, pronostic. On va commencer par celui qui a toujours raison. Je vais dire Weidman. Et Weidman par décision. Ouais. Alors moi, j'aimerais que ce soit Souza. Parce que j'aimerais que Souza ait en fait son accès au title shot. J'adore Weidman aussi, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve que c'est écœurant que Jacare Souza, en plus il va vers la fin de sa carrière. Mais pareil, en fait, si on me demande de choisir, je dirais, si on me demande qui va gagner, je dirais plutôt Weidman. Décision. La même. I follow and I swallow. Oui, Weidman par décision aussi. Dommage pour Jacare. Et là, place au main event qui a presque l'air trop beau au niveau du pronostic que nous allons donner, puisque d'un côté il y a Derrick Lewis qui est propulsé là, on ne sait par quel miracle, 3 semaines après sa victoire, dans les 20 dernières secondes contre Volkov après s'être fait allumer la gueule pendant finalement 3 rounds, 14 minutes exactement, 30. Et de l'autre côté, Daniel Cormier qui lui reste sur une victoire expéditive, on peut le dire, contre Stipe Miocic en juillet, qui a eu le temps de se reposer. Il y a juste un petit problème à la main qui n'est pas à 100% soigné des propres mots de Daniel Cormier, mais voilà que Daniel Cormier arrive en étant grandissime favori. On est quasiment au niveau de Daniel Cormier Volkanos Demir.
Donc, Ouais. grosso modo, tout le monde sait que Daniel Cormier va s'imposer. Daniel Cormier l'a même dit, le seul moyen pour Derek Lewis de s'imposer, c'est de me battre par KO. C'est pour ça que j'ai accepté ce combat et que je n'ai pas accordé la revanche à Stipe Miocic. Et donc moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. J'ai peur que, enfin, je veux dire, raisonnablement, avec skills pour skills, expérience pour expérience, c'est Cormier qui doit gagner. Mais tout ce qui entoure ce combat me fait dire qu'il y a moyen qu'il, pour la première fois de sa carrière, Daniel Cormier soit suffisant. Et qu'on ait l'air de gros cons lundi. Non, mais après, dans ce type de combat, en fait, plus la proportion de chances que ça arrive Ouais. est restreinte, plus en fait les enjeux sont grands en fait. Donc c'est vrai que là, comme honnêtement, Derek Lewis a une chance sur 1000, en fait, vraiment, hein, très honnêtement, Ouais. les conditions qui entourent le Clairement. combat, elles sont vraiment pas favorables du tout. Le gars, il a pas pu s'entraîner, je pense. Honnêtement. De toute façon, Il il est- s'entraîne jamais. donc. Après, là, il a dit que pour la première fois de sa carrière, il y allait à fond parce qu'il a un title shot. Alors, T'imagines s'il attends, nous fait attends. une Tyson, comment Alors, déjà, les gars, comment il s'appelle Mince. t'as Le juste gars qui a pas battu Tyson à Tokyo. Personne Oui, n'a- Buster Douglas. Buster Douglas, voilà. Ouais. Le mec qui s'était jamais entraîné de sa carrière sauf pendant ce combat-là. Eh ben, là, le problème, c'est que donc, faut quand même savoir, et alors c'est lui qui le dit, mais en fait, je pense qu'il s'en branle tellement, et c'est tellement une force de la nature qu'il y a moyen que ce soit vrai. Des aveux propres de Derek Lewis, jusqu'à maintenant, il s'entraînait grosso modo qu'une demi-heure par jour. Ouais. C'est possible, Oui, c'est tellement, c'est vrai qu'il a aucun cardio. Et tu peux Il pas est- poster autant sur Instagram. C'est tout Ouais, normalement, t'as autre chose à foutre. Et donc voilà, c'est un mec juste, c'est une telle force de la nature que de toute façon, en fait, il s'en branle et il arrive à mettre KO des mecs sur un burst. Et puis il fait moins d'erreurs quand même, parce qu'on a tendance à oublier, mais il a beaucoup combattu quand même Derek Lewis. Il a perdu aussi beaucoup de fois, enfin de nombreuses fois, contre des gens pas très bons, tu vois. Enfin, Ouais. Sean Jordan par exemple, ou Matt Mitrione, enfin ils sont pas très Oui, bons, oui. ils sont bons quand même, mais je veux dire, c'est pas la cime de la cime, tu vois. Et je pense qu'il maintenant il sait en fait ce qu'il fait, et même si c'est vraiment là pour le coup pas du tout agréable à regarder, parce Ouais. qu'il prend carrément des pauses, mais c'est pas genre des pauses façon Tyrone Woodley où on se met contre le. Tu sais, on fait C'est deux des pauses, feintes les et deux mains sur Là, les c'est hanches les et- deux mains sur les genoux et on respire de grandes boulées d'air, tu vois. Mais, Oui, mais alors attends, il a dit, je sais pas si vous avez vu l'interview, exceptionnelle. Donc il a dit là, il y a quelques heures, qu'il avait commencé à bosser son cardio. Oui. Et attention, et comment? il fait du jogging. Non, non, il baise. Ah ouais. Il a dit, bon, il y a pas mal de combattants qui disent qu'il faudrait pas Ken parce que ça enlève les bons fluides et tout. Bah, moi, en fait, je m'en fous. J'ai déjà essayé plusieurs fois dans la journée avant un combat, ça marche. Et j'ai décidé, alors il paraît que Cormier est un bon lutteur, c'est un Olympien, donc pour travailler mes hanches, bah en fait, j'arrête pas de niquer. Et du coup. Tu crois pas si bien dire, il y avait un combattant japonais, la grande merde. époque du Pride, où il avait une carrière complètement moyenne, j'ai oublié son nom, mais je connais son surnom. c'est juste, il avait fait une méthode de musculation comme ça. Il avait sorti, bon, c'était un coup marketing en fait. Et donc voilà, donc comme quoi, peut-être qu'il y a du vrai, peut-être qu'il y a une... Bon, en tout cas, voilà, il Mais bosse enfin, son cardio et Et il il bosse. s'entraîne enfin véritablement, mais bon, c'est vrai que arme pour arme, Derek Lewis aura son striking, sa fameuse droite, Et et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Ce qui est quand même très léger contre Daniel Cormier. Ouais, surtout que Daniel Cormier, pour le coup, c'est un vrai taffeur. Oui. Ah bah oui. C'est quelqu'un, probablement, franchement, s'il n'y avait pas John Jones, ce serait peut-être un des combattants qu'on considérait comme le plus doué de sa génération. Exactement. Tu vois, vraiment, Ouais, complètement. honnêtement. Et il se laissera pas surprendre. Il se laissera pas Il est surprendre. beaucoup mieux discipliné. Même s'il dit qu'il ne s'est pas préparé, qu'il a pris le combat comme ça parce qu'il ne pouvait pas prendre Stipe Miocic, c'est quelqu'un qui a une telle éthique de travail que. Et puis il joue tout sur ce combat-là, parce que s'il perd là, il n'y a pas Brock Lesnar. La ceinture light heavyweight, il la perd parce que John Jones revient à l'UFC 232. Il perd tout contre Derek Lewis, ça ferait quand même un peu. C'est vrai. Bah, il aurait juste gagné 1 million de Non, mais on va arrêter de délirer là, franchement. Enfin, je pense que c'est parce que justement la chance est infime Ouais. qu'on se dit ah si ça arriverait c'est C'est-à-dire qu'en fait, incroyable, il y a pas beaucoup de choses. Quand tu as quelqu'un du niveau de Daniel Cormier, en fait, tout ce qu'on a vu les derniers combats, c'est que tout le monde a battu Derek Lewis. C'est juste dans 30 secondes, les 30 dernières secondes de la fin, bah, tout le monde Et se relâche. j'allais dire, tout le monde a battu Derek Lewis. Tout le monde, les gens qui perdent, qui ont tendance à perdre contre Derek Lewis, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir de KO. Comme Sauf Francis Ngannou. exception faite de Francis Ouais, Ngannou, mais mais bon, il n'y a pas eu oui. de combat en fait. Exactement. Francis Ngannou et Ouais, Derek qui Lewis. était ruiné de dos, l'autre mentalement.
Et oui, non, c'est vrai. Non, c'était ça, Mais en revanche, parce qu'à chaque fois qu'il est tombé sur des cogneurs, Derek Lewis, ça s'est pas très bien passé. Mark pour Hunt. lui. Mark Hunt. Après, c'était la fatigue plutôt, c'était parce que c'était. Non, mais Matt Mitrios, ouais. par exemple, l'a mis KO au premier round. Oui, Sean Sean Jordan l'a Jordan. mis KO au premier round. C'est des mecs qui sont pas très bons, mais qui cognent bien, tu vois. Ouais. Et en fait, il arrive en fait à survivre contre des individus comme Volkov ou Tibura, parce que c'est des gens qui fonctionnent plus en la décision, voire en fin de combat, quoi. Et lui, en fait, il arrive en fait avec son rythme saccadé à les surprendre. Et on voit avec Volkov, ça s'est joué à 10 secondes, quoi. 10 secondes près, il perdait le combat et bien. Par décision unanime, oui, clair. Ouais, très clair. Ouais. Et donc je pense que là on a affaire à quelqu'un qui non seulement fait pas d'erreur, Cormier il en fait très rarement, et en plus de ça, en poids lourd, il cogne. Ouais, et ce serait intéressant de le revoir aussi en poids lourd. Moi aussi j'ai envie de revoir, mine de rien, le Daniel Cormier en poids lourd parce que j'ai trouvé ça trop court contre ce type. Ouais, et très franchement, je pense que, et d'ailleurs Derek Lewis qui n'est pas non plus, qui est pas bête comme garçon, disait que en fait il va tout simplement probablement essayer de lutter contre moi pour me crever et puis après me finir. C'est vrai. Ouais. Et j'ai très envie de retrouver le Daniel Cormier de heavyweight qui faisait des espèces de suplex où il te fait jongler en l'air contre Josh Barnett. Et effectivement, je pense que ça va être le cas contre Lewis, d'autant plus que il a une main qui est un peu flinguée. Alors évidemment, les combattants avant les combats essaient de nous vendre le truc au mieux. Donc il a dit que non, ça allait beaucoup mieux, pas de souci. Ma main, elle est probablement flinguée. Donc je sais pas s'il va aller beaucoup à la percussion. En revanche, il peut se faire plaisir et aller en lutte et crever Derek Lewis sur 3 rounds. Et puis après, un petit ground and pound. C'est l'école vraiment Ike. Ils combattent tous quasiment de la même manière Ike. Ouais. En fait, la seule exception qui me vient à l'esprit, c'est Rockhold, qui décidément vraiment n'en fait qu'à sa tête, même à Ike. Mais tu prends Cain Velasquez, il a ce style de combat. Alistair, qu'est-ce que je raconte merde. J'ai un... Cain Velasquez. Non, mais celui qui combat là, aïe, Daniel Cormier. C'est vraiment les noms, ça va pas du tout. Okay. Daniel Cormier, il a ce style-là, et Khabib a ce style-là, avec une emphase un peu plus portée sur le grappling. C'est vraiment l'école, c'est le grind. C'est le grind. C'est vraiment ça. C'est vrai. Bon, donc prono. Alors moi, prono, évidemment, Daniel Cormier. Je dirais KO deuxième round, je pense. KO. KO. Ah, moi je vois soumission deuxième round. Ou soumission, t'as raison, c'est avec soumission ça... deuxième round. Moi je mets soumission, soit le troisième, soit le quatrième, je vais mettre. Mais vous voyez pas. Oui, mais pardon, troisième round, autant pour moi. Un grand end pound de Daniel Cormier. Je vois mal mais à la fin. finir Derek Lewis sur grand end pound. Oh, après un leg grand and pound au quatrième round, quand le gars est hyper crevé. Mais tout ça pour dire que je suis à fond derrière Derek Lewis. Oui, alors j'ai rien contre Daniel Derek Lewis. Derek Lewis. T'es à fond derrière Derek Lewis. Ah, moi aussi. Hein? Ah ouais. Bon, je vais développer parce que. Oui, développons. Parce que j'adore Daniel Cormier. J'ai une énorme admiration. Je suis fan. Je trouve que le mec, je te dis, s'il y avait pas John Jones, ce serait probablement lui qui serait dans la discussion du GOAT. Mais pourquoi Derek Lewis? Pourquoi ? Parce que en fait c'est plus contre l'UFC. Je trouve que le coup de l'UFC de bricoler un main event de dernière minute sans aucun respect pour les combats. Bon, ils vont être payés, ils vont être largement payés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vision un peu trop. Tu vois, c'est des bêtes de somme, on fait ce qu'on veut avec. C'est ça, c'est vraiment en consommation. Et ça m'énerve. Et j'aimerais bien que le plan se retourne contre eux. Tu vois. Que ça leur serve de leçon. Alors, je sais pas si ça leur servirait de leçon parce que le système est habile et ingénieux. Tu vois, ils arrivent à revendre Derek Lewis derrière. Mais oui, mais ils vont le revendre. Il a 1,6 million followers sur Instagram. C'est vraiment devenu une superstar. Moi, je l'aime trop. Je le trouve hyper attachant. Il est super attachant. Il est trop marrant dans les interviews. Bref, ce mec régale. Et il faudrait plus de personnalités comme ça. Un mec qu'on a vraiment rien à foutre. Il y a ça aussi. J'aimerais que l'audace soit saluée. Genre que là, il prend quand même un énorme risque de combattre le boogeyman quand même parce qu'il fait peur, Daniel Cormier en poids lourd. Après, dans le truc, il aurait jamais eu le title shot dans une situation. Certes, mais bon, je te dis, c'est pour ça, moi je suis derrière Derek Lewis, enfin je supporte à fond. Allez, Kudo à lui. Mais bon, je dis, ceci étant dit, Daniel Cormier, deuxième round. Genre, ouais. Non, c'est... You got it. allez. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.